c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information. Bonjour, c'est RLP Business. Bonjour et bienvenue sur RLP Business, 3e saison avec Stéphane en direct depuis nos studios du Périgord. RLP Business, l'émission sur l'activité économique, l'entreprise, les ressources humaines et le business. Aujourd'hui, nous recevons Nathalie Auffrère. Nathalie Auffrère, une voix qui porte. Nathalie, c'est du local. C'est une consultante en évolution professionnelle, formatrice, bilan de compétences, coaching pro, hypnose, création d'entreprise, elle y tient. Madame est aussi conférencière masterclass et événements du bien-être et de la croissance personnelle et elle est intervenue ce week-end au salon parisien, le grand sommet de la motivation. Nathalie, bonjour. Bonjour Stéphane, je te remercie infiniment de m'accueillir dans tes locaux. Et on en parlera durant le reste de l'émission, après les actualités de la semaine. Les actualités. Alors, nous allons parler IA aujourd'hui dans la chronique. IA, des recherches récentes indiquent que les chatbots d'intelligence artificielle, comme par exemple ChatGPT, peuvent non seulement égaler, mais souvent dépasser les médecins humains dans certaines tâches et diagnostics. Une étude publiée dans JAMA Network Open a comparé les résultats de ChatGPT 4 et des praticiens sur des cas médicaux complexes. GPT a obtenu un score impressionnant de 90% contre 76% pour les médecins utilisant l'IA. Alors, il faut noter le scepticisme des professionnels qui apparaît dans l'étude. Moi, je me souviens quand j'étais en Asie, j'en ai déjà parlé ici, on allait chez le médecin, il avait la prise de sang, diagnostic assisté par ordinateur, c'était il y a 15 ans, il y a plus de 10 ans, et ça marchait très bien. Et là, actuellement, je balance les PDF des prises de sang des membres de ma famille, et j'ai des diagnostics. Bon, l'IA est assez intéressant, mais l'IA est intéressant, mais il peut aussi être rigolo. Par exemple, Daisy, une mamie IA chargée de faire perdre du temps aux escrocs et aux vendeurs harcelants en les entraînant dans de longues conversations sans queue ni tête. Ah oui, rigolo, le plus grand opérateur de réseau mobile du Royaume-Uni a décidé d'utiliser l'IA pour lutter contre les escroqueries téléphoniques. Donc l'IA, en fait, est conçue pour maintenir les fraudeurs au téléphone le plus longtemps possible. Il paraît qu'elle a réussi à tenir plus d'1h30. Daisy est conçue pour faire croire aux escrocs qui parlent à une vraie grand-mère qui aime divaguer. Lorsqu'elle transmet les coordonnées bancaires demandées, elle lit de faux numéros et de faux noms. On adore. Alors, ça bouge dans le high-tech, surtout avec les US qui veulent démanteler Google, l'Union européenne qui demande 800 millions d'euros à Facebook pour des pratiques anticoncurrentielles sur le marketplace, et le Bitcoin qui vient de cartonner son plus haut niveau historique. Et puis enfin, disons-le, l'IA semble se rapprocher d'un plafond de verre. Les progrès ne sont plus si gigantesques d'une mise à jour à l'autre et tous les modèles semblent converger vers un niveau de performance équivalent. Ce qui n'a pas empêché un hacker de pirater des aspirateurs robots Ecovac pour faire proférer d'insultes racistes à l'encontre d'un propriétaire et chasser les animaux domestiques. Ouais, c'est rigolo, mais c'est pas trop rigolo non plus. Donc Nathalie qui est consultante de manière générale, sans parler de ton activité à toi, mais de manière générale. Ouais. La technologie, l'IA, dans ton métier, c'est important ou ça ne l'est pas? Dans ma manière de pratiquer mon métier, qui est assez novatrice dans ses usages, c'est extrêmement important, puisque aujourd'hui j'ai intégré l'IA à quasiment tous mes processus métiers. D'accord. Et je pense qu'on utilise l'IA sans même le savoir. On parlait il y a quelques minutes de, par exemple, le fait qu'on filme là actuellement et qu'une IA retranscrit les paroles de ce que je dis sur les réseaux sociaux. C'est intégré à nos usages normaux. Ce qui s'est passé, c'est simplement qu'avant, il y avait de l'IA. On n'en avait pas conscience. Aujourd'hui, l'IA devient ce que moi j'appelle explicite, c'est-à-dire que les gens font des actions volontaires pour l'utiliser, le voient et en sont conscients. Voilà. D'accord. En fait, c'était une perche que je te tendais parce que je connais la réponse en tant que consultante sur Internet, forcément, tu intègres la technologie et la technologie rentre dans ton travail. Totalement. D'ailleurs, est-ce que ta façon de travailler a changé depuis 10 ans? Énormément. Oui. Déjà, ça fait pas 10 ans que je fais ce métier-là. J'ai longtemps travaillé à la sécurité sociale sur le financement des établissements de santé. Et oui, grosse évolution, mais même ces dernières années, j'essaie de me tenir à jour, c'est difficile. Sur la partie intelligence artificielle, il y a tellement de choses qui se créent
tellement de nouveautés, tellement d'outils qu'on peut plugger les uns aux autres, etc., qu'il est difficile de suivre. Pour autant, il y a des pépites régulièrement que je trouve et qui me permettent encore d'aller un petit peu plus loin dans l'efficience de mes process. D'accord, donc en fait, il n'y a pas de crainte à avoir par rapport à la technologie, il faut juste suivre la technologie en fait. Ah si, il y a des craintes à avoir. Tu as des craintes par rapport à la technologie ? De la technologie. J'ai à la fois un usage et des craintes, oui, bien sûr. D'accord. Pour terminer, consultant, là aussi je connais la réponse, je voudrais l'entendre de ta bouche. Consultant, okay. C'est entrepreneur ou c'est salarié ? Moi, je suis entrepreneur salarié. D'accord. La plupart des... À la française, en fait. Ouais. Je travaille pour une SCOP, une société coopérative d'activité et d'emploi, qui est généraliste. Je fais partie du pôle formateur et j'ai un statut qui est assez novateur, qui permet d'éviter d'être précaire en tant qu'entrepreneur, qui est le statut d'entrepreneur salarié. Je suis donc salarié avec des fiches de paye, dans un contrat qui est l'équivalent d'un CDI. Je suis officiellement consultante en évolution professionnelle. Pour autant, j'ai toute la latitude d'un entrepreneur, puisque j'autogère l'ensemble de mes activités. Je pourrais ne pas avoir d'activité. Enfin, je m'organise à 200% comme je le souhaite. Je prends les marchés que je veux, les clients que je veux, etc. Et ensuite, je décide par moi-même de mon salaire, de mes primes, de mon statut. Simplement, il y a une supervision de la coopérative qui vérifie que ce que je me verse est en concordance, évidemment, avec mon CA. D'accord, très bien. Eh bien, c'est Nathalie Auffrère. C'est l'invité de la semaine. On en parle tout de suite. Ne bougez pas, vous êtes sur RLP. Ah, comme l'alphabet. L'invité de la semaine. Nathalie Auffrère, une voix qui porte. Donc on l'a très superficiellement abordée durant la chronique hebdomadaire. Nathalie Auffrère. Qui est Nathalie Auffrère ? Comment devient-on Nathalie Auffrère ? Que fait Nathalie Auffrère ? Ah, ça fait beaucoup de questions. Vas-y, vous avez 4 heures. Écoute, je me définis comme une femme. C'est un bon début. Une femme qui est également la mère de 2 enfants, un qui est au collège, un qui est en primaire. Qui est Nathalie Auffrère, une femme mariée qui vit dans le Périgord, à Trélissac, à côté de Périgueux, et qui a eu déjà plusieurs vies professionnelles, qui vient du nord de la France. Et voilà, sous quel angle est-ce que tu veux que je prenne les choses ? Oh, bah, c'est RLP Business, on parle de ton métier. Hein. Donc tu es consultante en évolution professionnelle. Comment es-tu devenue consultante et que fais-tu ? Comment as-tu obtenu le statut que tu as aujourd'hui, ce que tu fais aujourd'hui ? Ok. Alors, je me suis faite démarcher initialement. Donc, j'ai longtemps travaillé dans autre chose. Bah, je vais te le faire chronologiquement, même si j'aime pas ça. Initialement, j'ai une maîtrise de sciences humaines et sociales. J'ai une formation en logique et épistémologie. Voilà, c'est une spécialité dans la philosophie. Puis après, j'ai fait une école de gestion des ressources humaines et j'ai fait ça en apprentissage dans le secteur de l'industrie pharmaceutique. Donc, j'ai commencé dans le monde de la santé. Ensuite, j'ai travaillé dans plusieurs cabinets d'expertise comptable, mais je ne m'y plaisais pas. Je n'aimais pas les activités qu'il y avait en cabinet. J'ai déménagé, puis j'ai fini par être recrutée par la Sécu, où j'ai travaillé pendant plus de 10 ans. À plusieurs postes, essentiellement au financement des établissements de santé. Mais pareil, au bout d'un moment, je ne m'y plaisais plus. J'ai fini par créer mon entreprise, créer ma propre entreprise en me disant... Voilà, entreprise d'accompagnement. J'ai commencé mes activités avant de démissionner. Et j'ai fait ce qu'on appelle un dispositif démissionnaire, puisque je n'arrivais pas à obtenir de rupture conventionnelle au moment de la Covid à peu près, enfin un peu après. C'est-à-dire que j'ai fait monter un dossier et puis j'ai réussi à faire en sorte de me faire licencier et avoir mon chômage, tout ça dans le cadre d'un projet de création d'entreprise. Donc c'était un premier modèle un peu inhabituel déjà à l'époque, c'était pas hyper répandu. J'ai créé ma boîte. C'était vers quelle année ça ? C'était vers 2020, quelque chose comme ça. Donc, il n'y a pas si longtemps, tu vois. Mais j'avais commencé mes activités d'accompagnement en parallèle de mon job à l'époque. J'avais l'autorisation de ma directrice. Hein, j'avais demandé, j'avais fait les choses bien. Et en 4 ans, comment est-ce qu'on termine au grand sommet de la motivation avec une chaîne YouTube à 50 000 personnes ? Comment on fait ? Alors, ma chaîne YouTube, je l'avais démarrée un petit peu avant. Donc, elle a eu un petit peu plus de temps. Elle doit avoir 5-6 ans, quelque chose comme ça. Le grand sommet de la motivation, Didier Gélanor, qui est l'organisateur, à un moment donné, a été l'un de mes clients il y a quelques années.
J'ai accompagné, voilà. Il m'avait découvert par le truchement, justement, de ma chaîne YouTube. Donc, moi, je dois mon émergence actuelle aux réseaux sociaux, beaucoup. D'accord. Qui m'ont fait connaître d'abord YouTube, qui m'a amené mes premiers vrais bons clients qualitatifs, puis LinkedIn, mes premiers partenaires. C'est sur LinkedIn que j'ai signé avec Orientation. Ils sont venus me débaucher en me disant, vous avez un background qui est RH. Vous avez une entreprise, est-ce que ça vous dirait de faire du bilan de compétences? Je me suis dit, pourquoi pas du bilan de compétences, ça pourrait être sympa. Donc j'ai signé, j'ai commencé à faire des bilans de compétences méthode Orientation, leader français du bilan de compétences. Ça s'est super bien passé, j'ai beaucoup aimé l'expérience, je continue d'ailleurs, je propose toujours des bilans de compétences. Là ils m'ont dit, ça vous dit d'étendre vos activités à la création d'entreprises. J'ai signé, donc aujourd'hui j'accompagne avec Orientation aussi la création d'entreprises pour rendre les projets viables, les optimiser. J'ai vu un certificat passer sur tes réseaux, tu as obtenu... Moi, j'aime bien montrer mes certifications, voilà, pour montrer que c'est pas bidon. J'ai également, entre-temps, été certifiée, je tenais à le faire, par France Compétences sur le bilan de compétences. Il faut savoir que le bilan de compétences, c'est une activité qui n'est pas très encadrée par la loi. Parce qu'il n'y a pas de diplôme officiel. Donc, un peu n'importe qui peut bricoler une méthode sur un coin de table et se dire consultant en bilan de compétences, ce qui est un peu dérangeant quand même. Ce qui est un petit peu dérangeant. Et par contre, France Compétences a mis en place un titre RNCP. Il n'existe que ça, sur un répertoire spécifique. Et donc, j'ai tenu à le passer. Comme ça, au moins, j'ai la seule certification un peu sérieuse qui existe en la matière. D'accord. Bon, tu as commencé par de l'hypnose. Ouais. Tu hypnotises les gens avec un petit pendule, tout ça. Je suis maître praticien dans plusieurs styles d'hypnose. Ericksonien, Ericksonien, direct, mais aussi hellmanien, qui est un style beaucoup plus rare en France. D'accord. Moins répandu. Est-ce que coacher les gens et est-ce que parler à une conférence, est-ce qu'avoir des formations en hypnose, ça aide? Énormément. Ah, ça m'intéresse parce que... Explique-moi. Énormément. L'hypnose, c'est pour moi un élément majeur de ma boîte à outils. Je l'utilise quand les gens me le demandent. À chaque fois que je passe sur scène, je fais un petit peu d'hypnose. Je vais pas trop loin, parce que bien sûr, les gens sont pas forcément là pour ça. Faut être OK. Mais que ce soit sur scène ou lors de mes accompagnements, j'ai toujours l'hypnose dans ma boîte à outils afin de pouvoir aller voir dans les représentations profondes des gens avec toujours leur assentiment et leur accord, pouvoir, qu'est-ce qui les coince en fait dans leur parcours, qu'est-ce qui les empêche de dénouer certaines situations problématiques ou éventuellement de croître davantage dans une direction qui leur fait envie. Voilà. Donc ça fait partie de mes outils majeurs, mais pas que. Je n'utilise pas que l'hypnose. J'ai une grosse boîte à outils. Vas-y, quelle est ta boîte à outils? Oh, quelle est ma boîte à outils? J'ai suivi plein de petites formations en analyse transactionnelle. Tu as fait de l'AT, tu as fait de la PNL. Ouais, je suis certifiée également en tant que coach parce que je vois pas comment on peut accompagner correctement les gens sans avoir au moins les rudiments du coaching. OK? Écoute active, etc. Enfin voilà, il y a des choses. Être en capacité de mettre en place correctement, un plan d'action, un rétro-planning et puis écouter les gens et vraiment en profondeur. D'accord. Donc tu as les outils qui te permettent en fait d'analyser une situation, un environnement, une personne, ce que la personne veut faire, et après tu vas lui proposer en fait de l'accompagner, de l'aider à se développer. Oui, alors c'est pas moi qui lui propose. On co-construit. On co-construit, on avance ensemble, on co-formalise. Mon approche n'est pas strictement directive. Je prends sans cesse des feedbacks de la personne, mais aussi du réel et du marché pour vérifier qu'on avance dans la bonne direction et qu'on avance ensemble déjà avec la personne, que je pars pas toute seule dans une idée, dans un projet, et que en plus tout ça est concordant avec les possibles du marché quand il s'agit bien sûr d'un projet professionnel. D'accord. Tes clients, tu m'as dit que je les avais trouvés en majorité grâce aux réseaux sociaux et autres. Actuellement, ton activité fonctionne bien. Est-ce que tu as des clients que tu peux citer Alors, je ne citerai pas mes clients par souci
de confidentialité. J'ai divers types de profils. J'ai des gens qui sont encore en poste. Et n'ayant pas recueilli aujourd'hui leur adhésion, je ne le ferai pas. Voilà, par éthique professionnelle. Cela dit, oui, j'ai actuellement de nombreux clients et sur du bilan et sur de la création d'entreprise et en formation également, puisque je forme à performer en utilisant les réseaux sociaux. D'accord. Donc effectivement, tu as donc cette activité de bilan de compétences, de coaching, de création d'entreprise. Donc on voit à peu près le public qui vient te voir. Et dans donc tu fais des masterclass et de l'événement en bien-être et croissance personnelle. Qu'est-ce que c'est ? J'organise des rendez-vous en ligne avec des intervenants parfois. Et le but, c'est à chaque fois d'aborder un thème particulier pour donner des outils aux gens que ça intéresse. Par exemple, récemment, avec Selim Niederhofer, on a fait un live sur quels sont les mots magiques, puisqu'il a sorti un livre là-dessus, qui sont les mots à utiliser pour vendre. Donc là, c'est du copywriting. Comme tu peux le voir, à chaque fois, il y a un thème clé qu'on aborde et les gens qui sont intéressés nous rejoignent et puis on travaille ensemble à monter la compétence générale. On est toujours dans cet état d'esprit, comprendre et monter la compétence. Faire monter les gens en puissance. Alors ça, effectivement, je vais le dire parce que ça transparaît lorsqu'on regarde ton profil et tes pages, et puis pas forcément lorsque tu le dis parce que tu te rends pas compte, mais pourtant tu le portes avec toi. Tu es très axé modernité, tu es très axé technologie, tu es très axé en fait les influenceurs d'aujourd'hui, tu en connais une certaine partie, tu connais les outils récents sur lesquels on bosse, tu es une des premières qui a utilisé la plateforme Bonsaï avec ce qu'il y a dessus, et pourtant quand on te demande, tu ne mets pas forcément en avant, ça c'est typique des gens qui en fait trouvent ça naturel. Donc tu es naturellement dans cette technologie, dans cette avant-garde, et c'est une des raisons pour lesquelles je t'ai fait venir sur le plateau, parce que tout le monde n'est pas sur le plateau de RLP, c'est parce que dans le Périgord, il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui savent ce qu'est qu'une blockchain, qui savent ce que c'est qu'un influenceur, qui savent ce que c'est que Bonsaï. Tout court, t'es la deuxième en 5 ans qui m'en parle après Pascal Percheron. Qu'est-ce qui a fait que tu es allé voir déjà comment on tombe dans la technologie et les innovations et le mood, le buzz internet, comment on passe de la sécurité sociale à ça? Mais je crois que j'ai toujours eu ça en moi, j'ai toujours eu cette curiosité. Alors la vérité, c'est que c'est un truc qui m'excite à titre personnel parce que les outils nouveaux me rendent curieuse. Ça, c'est ma nature, c'est mon tempérament. J'ai envie de savoir ce que c'est, comment ça fonctionne, quelles sont les possibilités que ça ouvre. Et donc, ça m'amuse, premièrement. Ça m'excite. C'est important, ça. Ouais. Et en fait, je ne vais que là où je m'amuse. En fait, tu vibres, tu résonnes et tu es attiré naturellement vers ce qui te... voilà. Ouais, tout à fait. J'ai cette curiosité, j'ai des fois des espèces de fièvres qui me prennent et donc je vais m'approprier un outil comme ça et je vais absorber tout ce que je peux. C'est très kinesthésique, quand même. Ah, c'est possible. Je ne sais pas. Je me suis jamais trop posé la question. Voilà. Donc, je suis attirée par ça. Je suis parfois, pendant un petit moment, fascinée par ces outils. J'ai des passions qui me permettent de monter très vite en compétences sur certains sujets, en mode flow, en mode absorption. Voilà, donc un mélange à la fois de curiosité, de tempérament naturel. Et voilà, comment on tombe là-dedans? Simplement par intérêt, je crois, spontané, naturel et durable aussi. C'est-à-dire que on peut se forcer à aimer ce genre de choses pendant peut-être 1 an, imaginons, mais on va finir par se lasser, s'en détourner si on n'a pas un vrai intérêt profond et réel pour ce type de technologie. Il y a aussi une histoire d'écosystème. C'est-à-dire que je pense que entre gens un peu comme ça intéressés par ces choses-là, on se renifle quelque part et on atterrit finalement toujours un peu dans le même genre d'écosystème de gens intéressés également par tout ça.
Et c'est en parlant, en échangeant dans des forums, en vidéo, dans des rencontres réelles, dans des networking, que j'ai fini par rencontrer effectivement des gens qui avaient, tu vois, la même flamme, la même passion. On voit l'œil qui brille, on s'excite pareil, on finit par discuter des mêmes sujets, on monte en compétences ensemble. Et c'est aussi comme ça que j'ai fini dans le forum de Bonsaï quand il était encore tout naissant. Voilà, impulsé par Tougan Barra à l'époque. Je suivais l'écosystème de Tougan. C'est la deuxième émission où on cite Tougan. Ouais. Tougan Barra, j'avais acheté son bouquin dernièrement. Je suivais déjà l'écosystème de Tougan Barra, essentiellement pour la partie Web 2. Alors Web 2, c'est le web où on partage des choses sur le web. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, là, on est dans le Web 2. Donc, le Web 1, c'était le web où on pouvait lire, consommer, ok. Le Web 2, c'est le web où on peut partager avec des sites web, etc., créer. Le Web 3, c'est le web de la propriété privée appliquée à Internet, que les gens comprennent de quoi on parle. Donc, je suivais Tougan Barra pour la partie Web 2. Et un petit peu pour la partie Web3, car tu l'auras compris, les blockchains et les cryptos m'intéressent aussi un petit peu, même si c'est aujourd'hui pas le cœur de mes intérêts. Je reste pluguée à tout ça. Tu parles des langues étrangères, tu parles anglais un petit peu ? Je parle un peu anglais, ouais. J'ai des clients des fois à l'étranger. J'ai régulièrement des clients à l'étranger. J'ai eu des clients jusqu'au Mexique. Alors, tu es très française. Nathalie, tu es extrêmement française. Je veux dire par là que t'aurais été aux USA, je pense que tu aurais fait un parcours extrêmement différent. Et par contre, comme tu es française, on te retrouve salariée avec la façon de travailler française, la façon de réagir, de se centrer extrêmement française. On voit vraiment la différence par rapport aux influenceurs. Tu assumes ce que tu es. Et il faut assumer ce qu'on est. Il faut être en harmonie avec ce qu'on est. Tu vois, y a aucun. C'est pas une critique de valeur. C'est juste qu'effectivement, tu es vraiment l'ailée représentative. C'est ça qui est intéressant aussi de voir des influenceurs, des gens qui vibrent sur le Web3 et autres et qui sont restés en France. Ceux qui sont d'esprit anglo-saxon, plus entrepreneurs, eux, ils sont à Dubaï. Ils étaient en Asie quand j'y étais à l'époque, pour les raisons que je t'ai expliquées hors antenne tout à l'heure, où ils sont partis en Amérique du Sud. Tu es vraiment comme ça. Et là, je me suis dit, vu que j'adore le multiculturel, on va parler rapport à l'argent. Oui. Parce qu'en fait, ça transparaît aussi, en fait, ta façon d'être, ta façon de faire par rapport à un Tougan Barra, par rapport aux as de la voyance ou du dropshipping que moi je rencontrais quand j'étais à Bangkok, qui après sont allés à Dubaï ou ailleurs. Le rapport à l'argent n'est pas le même. Comment on devient, comment on rentre dans ce milieu ? Bah tiens, vas-y, dis-le. Comment tu l'as ressenti ? Comment l'environnement français t'a influencé ? L'environnement français m'a donné très envie de faire un travail personnel sur la relation à l'argent. D'ailleurs, je me suis formée à un outil qui s'appelle le Money Profile avec Sandrine Ricci, la petite cousine de Nina, en l'occurrence, qui a créé un outil génial qui s'appelle donc le Money Profile. Et j'accompagne régulièrement sur la relation à l'argent. Je pense que l'environnement, la relation à l'argent à la française, pour le coup, est extrêmement toxique. Et voilà, c'est pas facile de dire ça à la radio, mais on a un esprit anti-entrepreneur qui est hyper dangereux collectivement, alors que la relation à l'argent, de manière générale, c'est hyper important. C'est le nerf de la guerre dans l'entrepreneuriat. Les expatriés entrepreneurs qui reviennent en France disent que nous sommes devenus suicidaires. C'est ça, le suicide français, exactement. Ouais, bon là, on a une connotation que je ne prendrai pas forcément. Je vais rester sur le côté économique, hein, voilà. Je vais dire ce que j'en pense. Vas-y. Il y a beaucoup de choses catastrophiques à reprendre dans la relation à l'argent, à titre individuel, mais aussi à titre collectif. Je pense qu'il y a des comités d'administration qu'il faudrait reprendre entièrement, intégralement dans leur relation à l'argent, si on voulait effectivement que les boîtes aient une chance de performer, voire de survivre. Hein. Mais c'est le sang des entreprises, hein, l'argent.
Je veux dire, et là, quand je vois, tu vois, un Thierry Breton au niveau européen qui dit on va pas autoriser Apple à mettre son IA en Europe sur les smartphones Apple, et que du coup, on va encore se prendre une pénalité économique à l'échelle mondiale, puisqu'en se privant d'outils très efficaces, ça a quelles conséquences? Et ben, tout le monde va avoir un... Ah, m'en parle pas. Moi, j'avais démarché les commissions dans les années 2000 pour expliquer qu'il fallait qu'on garde notre système d'exploitation et nos processeurs, tu vois. Donc ça date pas forcément d'hier. Non, ça date pas d'hier. Non. On se croit intelligent à réguler comme des malades et finalement on se tire des balles dans le pied. L'ultra-régulation. L'ultra-régulation à la française, en fait. C'est ça. Et finalement, tout le monde va se retrouver encore une fois, comme d'habitude, avec un avantage concurrentiel que nous n'aurons pas, et tout le monde pleurera sur l'économie française en faisant semblant de pas comprendre qu'on s'est flingué tout seul comme des grands. Je sais pas quoi te dire, mais c'est difficile de créer de la croissance dans un écosystème comme celui qu'on a aujourd'hui en France. Hein. Trouver des poches, des réserves de valeur, c'est pas évident. Il faut trouver des niches. Faut trouver des niches. Tu as lu des choses comme Robert Kiyosaki, ce genre de trucs, Rich Dad Poor Dad, tout ça. Ouais. Bah, voilà, pour toi. Pour toi, c'est hyper la base. Oui, mais il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs qui passent ici ou ailleurs, ils connaissent pas. Oui, mais je trouve ça un peu fou. Hein. Robert Kiyosaki, l'homme le plus riche de Babylone, des standards de littérature pour entrepreneurs. Ce sont des hyper standards, effectivement. Et c'est ça qui m'intéressait. Et quand je regardais, effectivement, toi qui es dans cet univers, cet environnement, et ça m'intéressait de voir, effectivement, comment on fait ça en restant sur le sol français et à la française. Avec Internet. Voilà. Internet nous ouvre nos cerveaux, heureusement, à la connaissance internationale. Le monde devient plus horizontal, les gens sont plus facilement accessibles. Tout à fait, y compris des gens très intelligents, très intéressants, très créatifs, très avant-gardistes. Voilà, si vous faites partie des gens un peu avant-gardistes et vous le savez déjà parce que je pense que vous aurez trouvé par vous-même comme des grands les réseaux qui vont bien. Si vous êtes très jeune et que pendant qu'on peut encore. Ouais, pendant qu'on peut encore, n'en parlons pas. Et voilà, aujourd'hui. Alors après, petite astuce, si vous nous écoutez, que vous voulez améliorer votre relation à l'argent, que vous connaissez pas un peu ces livres, il y a des portes d'entrée très faciles. Il y a des résumés de ces livres-là qu'on peut trouver sur des chaînes YouTube, comme par exemple Mind Parachute. Tu vas sur Mind Parachute, il y a une playlist consacrée uniquement au résumé de livres sur la relation à l'argent. Déjà, vous allez apprendre des choses. Ça fait une porte d'entrée qui est intéressante. Des livres pour changer de vie d'Olivier Roland. Par exemple, des livres pour changer de vie. Tu connais Olivier Roland ? Évidemment que je connais. Je suis un élève blogueur pro. Ah, génial, mais j'en connais d'autres, plein. T'es un élève blogueur pro ? Je suis un élève blogueur pro. Il faudra que tu montes ton blog. Ah, je sais pas, parce que je suis un mauvais élève blogueur pro. Mais... Ah ouais. On salue Olivier Roland, qui a une influence sur pas mal de gens. Qui a écrit un ouvrage formidable qui s'appelle « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Exactement. C'est une mine d'or. J'adore ce titre. Je pense que tous les jeunes aujourd'hui qui sont encore en formation, en scolarité, en université, et qui veulent avoir un parcours individuel, devraient lire cet ouvrage, par exemple. C'est déjà un point d'accès. Puis c'est des livres qui sont vraiment faciles à lire. Hein. Oui. La semaine de 4 heures. Kiyosaki, c'est quasiment des livres pour enfants. Tu sais qui me fait rire, je l'ai croisé. Ah ouais? Ouais. Génial. Et il est venu à Bangkok, il fait partie de ces... il y a dans l'Eastern Seaboard, il passait comme ça et autres. Le nombre de gens aujourd'hui les gens n'ont pas compris la semaine de 4 heures. Ils pensaient que c'était... on fait une semaine en 4 heures, on va à la plage. Mais c'est que durant 4 heures de temps, on fait une semaine de travail. On replogue avec le sujet productivité IA du début de notre échange. C'est vrai. Bon, c'était Nathalie Auffrère, vous voyez, dans le Périgord, il se passe des choses, il faut réussir à aller le chercher, à l'extraire, à le voir, à le trouver, à le faire dire, mais vous voyez, ça existe et c'est ça que je voulais vous montrer. Ouais, et allez voir Bonsaï.pro, vous allez être surpris. Je suis créatrice d'une formation qui s'appelle LinkedIn Pro et c'est une formation star. Ok, Nathalie, merci d'être venue. Avec plaisir. Et à tout le monde, à la semaine prochaine. Au revoir. C'était un plaisir. RLP Business. RLP. Radio libre en Périgord.